La joie dans les camps des caméristes. Vital Kamerhe a quitté hier en appel l'ancien, si vous voulez, l'ex-directeur du cabinet du président de la République, condamné à 20 ans de travaux forcés, et puis la peine réduite à 13 ans. Et enfin, Vital a été acquitté hier en chambre d'appel, la deuxième chambre d'appel, il faut les préciser. La joie, disais-je, dans les rangs de militants de l'Union pour la nation congolaise, son parti politique, des marches pour encourager Vital, mais aussi féliciter la justice congolaise à Bukavu, qui est son fief, pour ne pas parler de Walungu, qui est son siège électoral. On en parle tout à l'heure, le verdict dans cette affaire Vital Kamerhe, quai de dénouement. Un juge a laissé sa peau, il s'appelle Nyani, il est mort pendant qu'il était le juge-président dans la première composition de la Chambre dans cette affaire Vital Kamerhe. Que reste-t-il encore de la question de la lutte contre l'impunité et le détournement? La justice a dit les droits. Les droits, ce n'est pas que la condamnation. Les droits, c'est aussi l'acquittement, mais aussi la liberté, comme ça s'est dit chez nous. Autre sujet d'actualité, que devient et que reste-t-il du gouverneur militaire Constandi Makomba face à cette intervention militaire annoncée des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est? Qui reste-t-il de l'état de siège finalement avec l'arrivée annoncée de ces troupes? Vous avez été des milliers à nous écrire et à nous saisir hier après notre émission et l'intervention de nos invités hier. Mémorial en mémoire de Patrice Emery Lumumba. On parle en termes de millions et des millions de dollars américains. Le corps arrive à Kisangani aujourd'hui et Bahati Lukwebo sur place pour accueillir tout ce qui reste de notre tout premier ministre. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Assistant des débats, un thème en dehors de ce qui a été prévu dans le menu. Non, c'est bon. Bienvenue à vous. En face de Joseph Kongolo, nous avons Pascal Orodje, qui n'est plus à présenter dans cette émission. Bonjour Pascal. Bonjour Serge. Nande. Ah, Yomaki. Hein. Ça me quoi? Bon, merci. Il y a longtemps qu'on ne s'est plus vu. Je ne suis pas passé sur ce plateau. Qui dit désordre hier, la bagarre chez toi, précisément à Bumba, parce que vous êtes à la frontière avec la Mongala, mais aussi au niveau de l'Assemblée provinciale, là où il y avait Zoé. Qu'est-ce qui se passe-t-il finalement? Bon, vous savez, ça me permet d'aborder la question de Mongala, surtout Mongala. Oui, je commence par Tanganyika, c'est important, parce que je m'en souviens quand Daniel Asselo, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, prenait fonction, il avait trouvé au moins 17 provinces en dysfonctionnement. Donc il a fallu maintenant traiter les cas de ces différentes provinces. Et finalement, on est tombé à 14, qu'on devait organiser des élections. On a organisé les élections. On a eu, au moins sur les 14, je crois, 12 gouverneurs et 2 vice-gouverneurs. Chez moi, au Nord-Bangui, c'est pour le 12 juillet. Mais c'est extraordinaire. Et qu'est-ce qui était à la base, en réalité? Les conflits entre les assemblées provinciales et les exécutifs. Et ça recommence maintenant au Tanganyika. À peine qu'on a un gouverneur, mais maintenant on a également de l'autre côté le bureau de l'Assemblée provinciale, et on estime que le bureau ne serait pas en odeur de sainteté avec le gouverneur. Par conséquent, il faut tout faire pour faire partir le bureau. C'est un bureau d'âge. Hein? C'est déjà un problème qui commence maintenant. À peine. Moi, j'aurais voulu qu'on accorde un peu du temps, n'est-ce pas? Et c'est simplement lorsqu'on aura compris la nécessité de changer le bureau, c'est à ce moment-là qu'on peut changer le bureau. Merci. Deuxième, parce qu'il fallait, tu as bien voulu qu'on... Mongala aussi. Hein? Non, Mongala, je ne maîtrise pas. Il y a eu des élections, vous avez... Je veux plutôt vous parler de la question de la réforme de la police, parce que c'est fondamental. On va en parler, parce que ça sera un sous-thème dans cette question de l'intervention militaire à l'est du pays. Très bien. Merci. Troisième et dernier invité, Dou Jésus Bélédou. Dou Jésus, bonjour. Bonjour Serge, et bonjour à des co-débatteurs. Merci. J'ai aimé la tenue, c'est un peu comme Jésus Noël Sec. Je le salue, les DG de STN. Clin d'œil à lui, hein. Oui. Merci beaucoup à vous, Dou Jésus. Merci. Bienvenue à vous. Allez, rapidement, un mot à dire, M. Joseph, sur cette crise entre les exécutifs et les législatives au niveau de nos provinces. Oui, il faut dire que le législateur qui nous a donné la Constitution
n'a pas compté avec le niveau culturel, la culture politique des acteurs qui doivent supporter et gérer les institutions. C'est-à-dire que si dans les animateurs, il n'y a pas un potentiel de patriotisme, un potentiel de responsabilité, vous allez voir que toute la charpente institutionnelle que vous avez montée risque de ne pas atteindre les objectifs escomptés. Et c'est le cas, malheureusement. Les gens ne prennent pas des responsabilités publiques avec tremblement. En quoi ces découpages nous a aidés? Bon, écoutez, ce découpage, c'était le résultat un peu de ce qu'on a connu avec... c'est venu depuis Sun City, hein? Effectivement, avec Sun City, et il y avait d'autres objectifs que ceux que nous voulons imprimer à ce découpage aujourd'hui. Nous croyons que c'était pour développer pratiquement l'arrière-pays. Rapprocher les gouvernants des gouvernés. Mais malheureusement, on n'atteint pas cet objectif. Pourquoi? Moi, personnellement, je considère que le personnel appelé à animer ces structures n'ont pas le potentiel de culture politique nécessaire pour pouvoir amener ces structures, n'est-ce pas? Il y avait des velléités des fédéralistes à l'époque, de Jésus Bélédou. Les gens ont pensé que bon, il faut quand même responsabiliser les gens. Et bon... à la place du fédéralisme, faisons avec les découpages pour les 26 provinces, mais malheureusement... Oui, mais il a dit, mon co-débatteur, sans le dire, c'était aussi pour des besoins politiques. Moi, je le dis, parce qu'il fallait améliser l'influence de certains politiques. Malheureusement, on n'a pas utilisé le découpage pour justement rapprocher les gouvernants des gouvernés. Pour le développement. Mais oui, s'agissant des crises à répétition dans les provinces, je pense qu'à un certain moment, il faudrait faire établir de l'ordre. Les travail de l'exécutif, moi je vais aborder pratiquement un autre pan, je fais allusion à ce qui se passe à Kinshasa ici. On a l'impression, j'ai tweeté hier, lorsque je passais sur Bongolo, j'ai vu le pont qu'on a jeté sur Bongolo, en béton, construit sur fond de l'exécutif provincial. Eh bien, je me suis dit, il est possible que les assemblées provinciales accentuent leur travail de contrôle parlementaire, de contrôle de l'exécutif, pour pousser justement l'exécutif à travailler et donner des résultats concrets aux Congolais, ou bien à leurs gouvernants et gouvernés. Et donc, Serge, il faut qu'on change les narratifs, comme dit un peu Mouyaya. Il faut qu'on ne limite pas le travail des députés provinciaux, ou les députés provinciaux prennent conscience de leurs responsabilités. Ils ne sont pas là pour des guerres internes. Ils ne sont pas là pour... D'ailleurs, l'autre fois, le vice-premier ministre a été très mal compris lorsqu'il tenait devant le Parlement. Lorsqu'il disait, mais comment est-ce qu'on est là que pour chercher des positionnements politiques? Ils ont des données que nous n'avons pas. Nous voyons à distance comment est-ce que les gens utilisent abusivement les noms du peuple pour faire passer les revendications, mais au fond, ce sont des guerres de positionnement. Et pendant ces temps, ce sont des provinces qui reculent plutôt que de se développer. Les vrais tirés des ficelles sont acquis. Exactement. Moi, je parlais avec je vais terminer par là, je parlais avec un aîné, il me dit, mais Bélédou, c'est impossible ce qui se passe dans les Maïndombe. Un député provincial qui est dans un hôtel, il n'a pas d'argent pour payer avec sa copine, il appelle les gouverneurs. Pas avec la femme légitime, mais avec une autre. Et ce vieux-là, j'étais son nom parce que je risque de l'exposer. Merci. C'était terrible. Il me dit, le gouverneur lui dit, mais papa, tu verras ce qu'on va te faire demain. Ça devient du chantage. Mais il fallait que ce sont des choses vraies. Malheureusement, il fallait que ces députés son épouse. Et c'est dans le rôle, justement, du patron de la territoriale de faire régner la paix et la quiétude dans les assemblées. Ça fait rire. C'est tout à fait légitime. C'est fondamental, c'est que... Ça fait rire, mais... Les amis ont dit. Le problème, c'est... Si c'était moi à la place de ces ministres-là, j'allais accuser ces députés-là auprès de son épouse légitime. Non, le problème aussi, c'est la classe politique, substantiellement. Vous regardez pas seulement les assemblées provinciales, même au niveau national ici. Regardez comment les Joseph l'a dit. Les députés nationaux, comme les sénateurs. Et pour appeler, par exemple, un ministre, qu'il vienne se justifier des... C'est le marchandage. Du marchandage. Et pourtant, des questions essentielles devraient être posées, de bonnes réflexions pour trouver solution à la société. Il y a tel problème, par exemple, il y a telle crise. Au lieu de réfléchir pour trouver solution à la crise, mais le monsieur dépose sa motion uniquement pour soutirer un peu d'argent. C'est que Godé pour un peu d'émotion alimentaire. Voilà. Merci à vous, cher Dou Jésus Bélédou, à vous aussi, cher Pascal et Joseph Congolo. Allez, nous allons dans le plein pied de notre mission, Joseph Congolo. Tout ce qui reste de Lumumba, parti aujourd'hui,
c'est sa dent, des millions de dollars dépensés. Parce que j'ai vu des critiques sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on ne peut pas suivre tout le monde sur les réseaux sociaux, mais ça fait quand même partie d'une opinion non négligeable. Est-ce que la symbolique de la dent va au-delà de l'argent que le gouvernement a déboursé aujourd'hui? Oui, je pense que quand il s'agit d'un lieu de mémoire, quand il s'agit de reconstruire une identité politique, je crois qu'il y a lieu aussi de faire des dépenses conséquentes. Lumumba, je crois que vous avez senti quelque chose dans la base, dans la population. Quand Lumumba est arrivé chez lui, j'ai entendu quelque chose de fond. Ils disent que désormais, le gouverneur de Sankourou va diriger, il n'y aura plus de division parce que, eh ben, Lumumba est arrivé. Je voudrais que cette symbolique soit marquante. Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Pas seulement pour les gens de Sankourou, pour nous Congolais aussi. Je crois qu'on a réactualisé Lumumba. On a réactualisé un projet politique de Lumumba aujourd'hui, au-delà de la dent, qui sont vraiment symboliques. Vraiment symboliques. J'ai entendu des gens dire, on a donné la dent, on n'a pas donné l'argent, on n'a pas donné ceci. Je voudrais signaler aujourd'hui que dans l'histoire des États et dans l'histoire des hommes, il y a des problèmes qui n'auront jamais de solution. La seule chose qu'il faut faire, il faut les dépasser pour... L'accepter d'abord. Accepter, les dépasser pour amputer l'aspect... Tirer des leçons. Oui, amputer surtout l'aspect qui crée des divisions, voyez-vous? Donc, anéantir un peu cet aspect de confusion, de désordre, et on va vivre avec ces choses-là. Il faut les dépasser. Et aujourd'hui, nous devons dépasser Lumumba. Il semble que Lumumba est plus Kisangani, Chopo, province orientale, qui est Sankourou. Hein. Bon, en fait, oui, c'est-à-dire qu'il est parti un peu trop jeune, à 19 ans, il était déjà à Kisangani, où il a fait toute sa carrière politique. J'ai vu son suppléant, son premier suppléant, qui est ici. Oui, j'ai entendu parler de ce suppléant. Moi, je crois que ce sont des lieux de mémoire qu'il faut actualiser et surtout d'une manière beaucoup plus active aujourd'hui. Et l'État, la société civile, la presse et toutes les autres doivent utiliser cette symbolique, Lumumba, pour changer beaucoup de choses. Dans votre administration personnelle, vous devez changer quelque chose. Dans la gestion de votre personnel, dans votre façon de fournir de services à la population, vous devez changer quelque chose. C'est ça qu'il faut amener dans la personne aujourd'hui. Lumumba arrive, Lumumba doit créer un changement, une rupture pour un nouveau commencement. Très bien. Pascal Longer, un mot sur Patrice Emery Lumumba. Les gens disent que Lumumba est plus province orientale que vous. Que reste-t-il de Lumumba? À part peut-être le boulevard Lumumba que nous avons de la première rue jusqu'au niveau de Kingasani. Et Lui-même était nationaliste. Il n'avait pas de province préférée comme telle. C'est vrai que Kisangani a été sa province. Il a fait un maximum de voix lors de ces élections. Oui. Hein. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il avait des préférences. Je ne crois pas du tout. Il s'est battu pour la nation. Il faut question de suivre maintenant ses interventions. Vous allez comprendre qu'il était vrai nationaliste. Et donc, ici, on ne peut pas ramener la question d'argent à la cérémonie comme si c'est comparable à ce que les gens empochent impunément. Il y a des gens qui détournent des millions d'argent sans être poursuivis. Le cas Matata est ici, sur table. Lorsqu'on évoque, il y a de ces Congolais qui ont été souffert à cause de ces détournements, qui défendent Matata jour et nuit. Mais lorsqu'on parle de petites dépenses, je considère pour moi petites dépenses, sur une question si essentielle comme celle-là, on retrouve finalement une partie du corps de Lumumba. Et maintenant, pour l'honorer, si c'est 1 million, si c'est 2 millions, on vient en faire un débat. Non, je ne pense pas que c'est logique. Donc ici, moi je pense, s'il faut parler d'argent, c'est plutôt décourager les détournements. Lorsqu'on affecte l'argent pour une cause juste comme celle-là, je ne pense pas que c'est sérieux de notre part d'évoquer l'argent. Non. Ici, plus de 6 décennies après, c'est lui que nous avons considéré comme héros, assassiné de la manière qu'il a été assassiné. Je suis arrivé dans le site où il a été assassiné. J'ai pris la photo, au côté de l'arbre qui est encore là. Dans les Hauts-Katanga. Mais finalement, en fait, quand après beaucoup de temps, on retrouve ne fût-ce qu'une partie de son corps. Même si on parle de la symbolique. Mais effectivement, c'est ça le corps. Ailleurs, comment on fait? Si tu meurs, mais on te brûle les terres que tu es là. On garde juste. On prend juste ta poussière. Ouais. C'est ça qui vous représente, c'est la poussière. C'est comme ce cas. Ce qui représente le Lumumba au jour d'aujourd'hui, c'est sa dent. On doit honorer. Ça, c'est le Lumumba, en fait. Est-ce que je ne dirais pas comme on dit en Europe, les afro-descendants, est-ce que les jeunes lumumbistes que vous êtes, Joseph et les autres, qu'est-ce que nous avons fait du lumumbisme? Non, c'est Mouzé est arrivé comme un grand lumumbiste,
Mais il y a son fils qui est venu à Lumumbiste, mais qui a presque bradé toutes les richesses du pays. Non, qui a ça, tout... ça ne se déclare pas. Oui. Ça ne se déclare pas. C'est un état d'esprit, c'est un comportement qu'on doit afficher. Le comportement de défendre d'abord ce qui est pour tout le monde, ce qui est commun. Le comportement de considérer que je ne suis qu'un être et je veux passer. C'est là où je reviens dans ma logique de tout cool. De comprendre que je suis là, demain je vais passer. Les autres vont rester. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que ceux qui viendront après moi puissent se retrouver et trouver une nation correctement battue parce que je l'ai posé déjà un bon axe aujourd'hui. J'ai vu encore ces images froides. Le président de la République devait aller lancer le go pour l'érection de la ville, la ville baptisée Lumumbaville. Oui. C'était un grand village. Mais pourquoi ne pas peut-être prendre ces millions-là pour ce mausolée? Je suis d'accord, mais c'est des questions et des questionnements. Et construire cette ville-là, Lumumbaville, qui à ce jour n'est qu'un grand village. Serge, vous savez, un peuple sans âme, sans histoire, c'est un peuple sans âme. Un peuple qui ne s'accroche pas, qui ne s'attache pas à son histoire, c'est un peuple perdu. Vous savez, des fois, je suis les débats au Congo. Malheureusement, Serge, j'ai l'impression que les gens n'ont pas la conscience de ce que représente leur histoire. Il existe en Russie une université appelée Université russe de l'amitié des peuples. Université Patrice Lumumba. Toute une université. Bâtisse imposante. Au Congo-Brazzaville aussi, vous avez. Et cette université a fait des siècles. Ils ont compris les combats de Lumumba. Ils se sont inspirés de ce combat-là. À Brazzaville, chez nous, en Belgique, chez les Noko, etc., partout dans le monde, Lumumba est une grande référence. Comment on peut remettre en surface un débat autour de 1 million ou 2 millions pour honorer son héros national? C'est de l'inconscience, Serge. C'est de l'inconscience. Pascal Oronge l'a dit, pendant qu'au Congo, on est champion en détournement. Des fois, des gens prennent de l'argent. Et puis, il y en a qu'on a décoré héros national, mais lorsqu'on fouine leur combat, on pense que ça ne sert à rien pratiquement. Et donc, c'est un faux débat, Serge Kabongo. Il faudrait dire aux Congolais, dire à nos enfants, dans les systèmes éducatifs, que Lumumba représente beaucoup. Lumumba, c'est lui-même qui nous a alertés sur le plan de balkanisation de la RDC. Bien avant. Et ça l'a coûté la vie. Je me souviens encore de ce discours-là que la Belgique voulait balkaniser le Congo. La Belgique voulait balkaniser le Congo. Et donc, du Congo et donc, si aujourd'hui, on peut se référer des idées forces... Il semble que c'est ces discours-là qui fait en sorte que nous puissions aujourd'hui résister face à cette vérité. Mais justement, c'est ainsi que moi je disais, lorsque les gens sautaient de gauche à droite pour saluer l'arrivée des rois belges, moi j'insistais sur les discours de Lumumba, sur ton plateau de télévision. Je disais, c'est vrai, les Belges sont venus, nous avons une histoire commune, mais entre États, il n'y a que des intérêts. On sait l'histoire douloureuse que nous avons avec les Belges. Et souvenez-vous-en que Lumumba nous a dit que la Belgique désirait balkaniser le Congo. Gardez à l'esprit cette idée force de Lumumba, 62 ans après. Gardez à l'esprit cette idée force de Mzee Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo. Ce sont des idées forces qui aujourd'hui, lorsque nous mettons sur la balance tout ce que les Congolais vivent aujourd'hui avec la situation politique au niveau de la sous-région, on voit que les velléités de balkanisation continuent. Et donc moi je pense qu'il faudrait ressasser ce passé-là. Il faudrait observer les idées forces de Lumumba notamment, surtout par rapport à ce moment où la RDC est menacée de partout. Merci beaucoup. Bienvenue. Très important. Allez, vous gardez le micro, cher de Jésus. On va aller à la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Acquittement pour Vital Kamerhe, le président de l'INC, ancien directeur du cabinet du président de la République, blanchi dans cette affaire dite procès de 100 jours, condamné à 20 ans, la peine réduite à 13 ans en appel. Vicard, comme on l'appelle à l'INC, est allé à la cassation. Les juges de la cassation n'étaient que les juges de la forme, ils ne pouvaient pas casser la décision. La cassation a renvoyé l'affaire à la deuxième chambre d'appel et finalement, contre toute attente, Veka a été acquitté hier. Vous êtes surpris? Non? Non, moi je ne suis pas surpris. Je l'ai annoncé sur votre plateau il y a une semaine lors de de ma dernière invitation. C'était prévisible que Kamerhe sera blanchi. Je n'entre pas d'abord sur les aspects juridiques, sur les aspects politiques. J'ai motivé cela en disant que Tshisekedi n'a pas besoin de s'ouvrir un autre front dans la partie Est. D'abord pour sa survie politique. Kamerhe, c'est un leader incontesté dans le Grand Nord, dans l'Est du pays. Et donc,
Tshisekedi a besoin de lui au regard de ses ambitions politiques. Ça, c'est un pan politique. Mais sur le plan juridique, c'est ce qui choque les esprits. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas choqué parce que c'est ça aussi l'état des droits. Certains, lorsque je vois dans la sphère médiatique, certains qui disaient c'est un procès politique, Kamere devrait être libéré, etc. Aujourd'hui que Kamere est libéré, ils sont choqués. Moi, ça m'étonne. J'ai dit, mais finalement, les Congolais veulent une chose et son contraire. Puisque vous avez dit qu'il s'agissait d'un procès politique, et maintenant que Kamere arrive à être blanchi. On voulait faire de lui le cobaye voilà, de la lutte contre la corruption. Il y a des gens, matin, midi, soir, ils en avaient fait leur fonds de commerce. Où est Massaro? Où est Kamere? Où est, etc. Jamal. Pourquoi sont-ils commandés? On nous parle des infractions intellectuelles, etc. Mais aujourd'hui que la Cour a finalement rendu le verdict, ils sont libres, les gens sont encore choqués. Respectons quand même cette justice-là. Justement, donc c'est-à-dire, je pense que ça ne devrait pas choquer. Mais moi, par contre, là où je suis choqué, Serge Kabogo, on nous a parlé de 57 millions de dollars détournés. 57 millions de dollars. On a assisté à un procès qui a coûté le moyen logistique. Ah oui. Retransmis en direct. C'est l'argent du contribuable qui est parti. On a payé les parties civiles, les avocats des parties les civiles. avocats des parties civiles. Oui. On a perdu un juge qui est mort dans des situations compliquées. Les juges Yanni. On nous a tantôt dit on l'a roué des coups, alors qu'il avait un garde du corps. Où était son garde du corps? Jusqu'aujourd'hui, il y a un flou. Et je vous informe, au moment où nous faisons cette émission, la résidence du juge Yanni a été vidée. Ses affaires mis dehors, parce que moi j'habite Bandal, vous le savez, vers Beverly là, mis dehors. Je ne sais pas, était-il insolvable? Pourquoi on l'a expulsé? Je ne le sais pas. Les enfants à la belle étoile, aujourd'hui, on n'en parle pas. Quid de cet assassinat? Est-ce qu'on peut d'abord élaguer cet aspect des choses? Non, ce sont des éléments. Non, sur le plan humain, ça fait. Non, ce sont des éléments à élucider. C'est important. Et par nous, ces détails. Non, c'est important, Serge. Je suis en train de parler de tout ce que cela nous a coûté, les procès 100 jours. Et donc, à la lumière de tout ceci... Il y a des énergies gaspillées. Aucun des prévenus n'est condamné. L'argent s'était-il auto-détourné? C'est la grande question. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, la justice a fait son travail, mais il faut que la lumière se fasse sur la question. Il ne faudrait pas... En fait, c'est quoi? L'argent est resté... On nous a dit que c'était un procès pédagogique. C'est ça. C'est quoi la pédagogie de ces procès? Mais le problème, il est d'ordre judiciaire. Posez la question aux juges. Oui, mais écoutez, les décisions... Attention, Serge, ne prenons pas un raccourci. Ne voyez pas Félix, ne voyez pas le gouvernement. Non, je n'ai pas cité les juges. Oui, je n'ai pas cité... Je ne dis pas que vous avez cité. C'est-à-dire, c'est par rapport à l'opinion. Je suis en train de parler de l'appareil judiciaire. Voilà. Vous savez, l'effet des droits ont pour répercussion beaucoup dans la société, sur le social. Aujourd'hui, ceux qui continuent à détourner, l'IGF nous a pondu plusieurs rapports. Aujourd'hui, s'il y a un rapport sur la GECAMIN, des millions de dollars détournés. Mais on ne risque pas d'assister à des procès qui ne feront qu'accoucher d'une souris, ça n'engage que moi. Parce que j'ai l'impression que ce procès a accouché d'une souris. Bon, les maisons préfabriquées, où sont-ils? Maintenant que Jamal est en liberté, il a dit qu'il avait perçu les 57 millions de dollars. La justice peut nous dire si cet argent est récupéré et que les travaux vont finalement... on va continuer avec l'exécution des travaux. Ce sont des questions que les Congolais se posent. Parce que Matata Ponyo va se victimiser aussi demain. Parce qu'il va dire, comment sur le procès 100 jours, où les DG de Sokok, les Foner étaient impliqués, ils obtiennent la liberté provisoire en moins de 2 mois. Liberté provisoire grâce présidentielle. Voyez-vous? De l'autre côté, on nous parle de Jamal. Jamal qui a fait un jeu de ping-pong pratiquement avec Kamere. Je ne le connais pas, je le connais, etc. Qui ne nous ont pas dit la destination de 57 millions. Tous sont en liberté et ils sont acquittés. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus... Ils sont blanchis. Ils sont blanchis totalement. Oh, ce sont des corruptions. Alors, quel avenir? Il n'y a rien. Et donc, sur le plan pédagogique, c'est là la tache d'huile qui peut rester au niveau de la justice. Mais moi, je ne vais pas... condamner la décision de la justice, mais j'ai dit simplement, c'est quoi la pédagogie de tout ça? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs procès qui sont pendant et que les Congolais piaffent d'impatience de voir l'aboutissement de ce procès, notamment avec l'affaire Bukanga Alonso. Dès que Kamere a été acquitté, vous avez vu les parties de Matata Ponyo? Les gens ont brandi des calicots, c'est pour dire halte à l'acharnement contre notre leader Matata Ponyo, halte, etc. Ça ravivait, ça motivait les uns sur l'issue de ce procès. Quel avenir pour Vital Kamere? Ne revenez pas sur le procès. Vous voyez maintenant l'avenir politique. Il est très libre maintenant, il va faire sa politique. C'est un animal politique, il va faire son jeu politique. Il n'a pas de limite maintenant. Libre d'être demain avec Félix ou non. Moi, je pense qu'il faut commencer d'abord par apprécier ce qui a été fait.
c'est la première fois chez nous, et peut-être en Afrique, un directeur de cabinet d'un président de la République en France. Mise en accusation. Condamné au premier degré. Aller ou affronter la justice sans que il s'oppose à la justice comme nous avions par le passé eu l'habitude de voir. Félix disait ceci, pour ne pas vous couper. Vital Kamerhe, c'est un monsieur sérieux et correct. Je pense qu'il jouera un rôle très déterminant dans la vie politique de ce pays. Ça c'est fondamental, le fait d'avoir accepté d'aller à la justice. Ça n'a pas influencé la décision de la justice. C'est ça que Matata a peur, parce que j'ai compris, le confrère évoquait... C'est donc Matata a peur. Matata a peur. Ce que Matata ferait maintenant, c'est quoi? Faire comme a fait Vital Kamerhe. Il va en justice. Il a été à la Cour constitutionnelle. En justice, on peut avoir posé les actes, n'est-ce pas? Avoir posé des actes d'infraction. Mais le fait que la procédure n'est pas respectée, vous pouvez être acquitté. Ça, c'est la justice. Oui, le droit, c'est la science voilà. du fond et de la forme. Et donc, moi, ici, je pense, pour le cas Matata, il doit affronter la justice. Que la justice... Il a été à la Cour constitutionnelle. Il a été à la Cour. Il a été à la Cour constitutionnelle, c'est très bien. Mais lorsque la justice estime que en dehors de la Cour constitutionnelle, il faut aller ailleurs, il doit également accepter. C'est comme ça que Vital Kamerhe est parti. Il est allé d'abord à la Cour d'appel. Cour d'appel, c'est là où on l'a condamné, je pense. D'abord, la condamnation réduite à 13 ans. Voilà, oui, Cour d'appel. D'abord, Cour de TGI, voilà, Cour d'appel. Il a accepté d'affronter toutes les juridictions finalement pour bénéficier de sa liberté aujourd'hui. Je pense que c'est un exemple qui devrait... L'argent menait où? Ça, c'est la question de Bélédou. Non, c'est la question fondamentale. La question d'argent. On doit lui restituer aussi les 500 000 $ pour la caution, non? Exactement. En réalité, on restitue la caution. On doit restituer la caution. La question fondamentale, je ne pense pas que c'est à travers ce procès qu'on doit énumérer, démontrer que ça doit être fait comme ça. Non. Et aussi, il faut lire la motivation de l'arrêt. On n'a pas encore lu ça. Nous avons suivi, il est libéré. Mais il faut lire la motivation de l'arrêt. Est-ce que je peux avoir lorsqu'on aura lu la motivation de l'arrêt, on va comprendre le reste. J'ai la motivation. Et donc ici, moi je pense, pour l'argent, c'est fondamental, parce que le confrère a évoqué la question de la construction des maisons préfabriquées. Il faudrait qu'on termine le projet. Si Jamal, qui avait accepté hier qu'il avait reçu 55 millions de $ américains, s'il a cet argent, mais il doit continuer les travaux. Il disait d'ailleurs pendant les procès que libérez-moi, je dois aller à Mombasa, si je crois, pour... C'est ce qui doit être fait. À partir du moment où la justice dit ils sont acquittés, ils n'ont rien détourné, en d'autres termes, la justice accepte qu'ils ont eu l'argent et ils ont bien utilisé l'argent. Il y a des policiers, vous voulez parler des policiers là, c'est des maisons préfabriquées parce que les policiers devraient en bénéficier. Oui. La construction des casernes, par exemple, j'ai suivi, mais le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, dernièrement, évoquait ça parce que à Kinshasa, on n'a pas assez de camps. Les casernes, dans d'autres termes, c'est les camps. On n'a pas les camps de la police. Nous avons les camps Mobutu qu'on a transformés finalement au camp Kabila. Il faut mettre ça camp Félix Tshisekedi. Et même la FIKIN s'est transformée en camp. Il y a d'autres camps à la FIKIN. Oui. Donc, moi, je pense que ça a été un exemple. N'est-ce pas? Effectivement, ça a été un procès pédagogique. Du fait que un directeur de cabinet du chef de l'État ait accepté d'affronter la justice. Cela devrait maintenant, en tout cas, aider tout dirigeant, peu importe la fonction qu'il occupe, lorsqu'il y a des cas, lorsqu'il est sollicité par la justice, d'aller se présenter en justice. Merci. Et d'aller se défendre en justice. Alors, je lis l'extrait du verdict rapidement pour vous, mais aussi pour les téléspectateurs. C'est dans les journaux Africa News. L'extrait ou l'extrait du verdict. Vous prenez l'extrait. La Cour statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la partie civile, la République démocratique du Congo, des appelants Kamerhe Vital, Jamal Sami, Amida Chatur, Piana Soraya, Piana Daïda, Changalume Daniel, j'ajoute Kingi, mon ami, Mouyoukou Dieudonné, et par arrêt répété contradictoire vis-à-vis du prévenu Mouyi Mandolé, les ministères publics entendus. Il faut suivre ça, c'est très important. Reçoit et dit fonder les moyens d'irrécevabilité des recours dénommés Amida Chatur, Piana Soraya, Piana Daïda, Changalume Kingi, Daniel, Mouyoukou Dieudonné, par conséquent, les déclare irrécevables. D'irrécevables, mais non fondés, les appels du ministère public et du prévenu Mouima Ndolé. Par contre, d'irrécevables et fondés, les appels du prévenu Kamerhe Vital et Sami Jamal. Annule les jugements entrepris dans
toutes ces dispositions, statuant à nouveau, dit non établi, en fait comme en droit, l'infraction de détournement des deniers publics de 448,831 148 $ américains, mise à charge de Proveni Caméré, Vital et Sami Jamal, les en acquitte et les renvoie de fin de toute poursuite judiciaire. Dit non établi en fait et en droit, l'infraction de détournement des deniers publics de 2 137 000 $ américains, mise à charge de Proveni Caméré, Vital et Sami Jamal, les en acquitte et le renvoi de fin de toute poursuite judiciaire. Du non établi, avant de terminer, en fait et en droit, l'infraction de détournement des deniers publics de 1 157 800 000 $ américains, mise à charge de Proveni Caméré, Vital et Mouyi Mandolé, les en acquitte et les renvoie de fin de toute poursuite judiciaire. Pour terminer, dit non établi enfin, en fait et en droit, les deux infractions de blanchiment d'argent mise à charge du prévenu Sami Jamal et l'en acquitte et les renvoie de fin de toute poursuite judiciaire. C'est le dénouement d'un long procès qui a connu quand même beaucoup de rebondissements. Ça aurait été mieux si nous n'avions pas suivi le procès. C'est-à-dire que le procès se passerait loin de nous. Nous avons suivi le procès et nous comprenons la part du politique et la part du droit dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est connu et c'est connu de tous. Ce qu'il faut dire, c'est que mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, c'est très symbolique ce débat, c'est très symbolique ce procès, le procès de Caméré, parce que le régime Félix qui arrive, il fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. Voyez-vous? Voilà pourquoi c'est pédagogique. Je réponds à mon ami Beldou. Beldou, oui. C'est très symbolique parce que quand il arrive, on prend, ce sont des ministres qui sont suivis, hein, entendus, d'autres sont en prison, d'autres étaient en prison. Caméré lui-même a fait la prison d'1 année, voyez-vous? Tout ça, c'est très symbolique. Et aujourd'hui, au moins, on sait que les parias n'existent plus. Au moins, les parias n'existent plus. Ça a libéré même la justice, ça a libéré même, vous voulez, les médias. Vous êtes au moins libre de dire ce que vous avez vu, ce qu'on a toujours dit à voix basse. Voyez-vous, avec l'IGF et tous les autres. Il y a eu 42 millions de la SNEL sous Kabila, c'est passé comme ça. On en parle sur les médias, c'est qui n'existait pas, vous le savez. Ça dit qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est vrai, ce sont des petits pas. Il faut faire des bons, mais ce sont des petits pas qui sont... Je voudrais dire dans le procès que il y a les dysfonctionnements de la justice. Ça a révélé toutes les maladies de la justice de notre appareil judiciaire. Comment quelqu'un qui va être acquitté totalement, mais qui a été condamné en première instance, ainsi de suite, tout ça, ça montre qu'il y a des dysfonctionnements dans la justice. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a l'arbitraire du droit. C'est-à-dire que quelque part, les gens font le droit pour le droit. Or, le droit évolue aujourd'hui. Le droit évolue. C'est pourquoi vous avez la condamnation à mort et toutes ces choses. Ça tend à diminuer. Aujourd'hui, le droit veut corriger, veut laisser l'homme, juste lui retirer une petite parcelle de liberté, n'est-ce pas? Mais n'est pas déclasser l'homme. Voyez-vous, les choses évoluent. Mais le droit, à un certain moment, il fait son arbitraire. Vous voyez? Donc il y a des dysfonctionnements, des maladies. Quel avenir pour VK? Bon, écoutez, VK... Je suis passé là où il habite maintenant vers l'avenue des ambassadeurs. C'était la fête hier. Oui, VK, c'est un monsieur que j'ai toujours apprécié parce qu'il sait résister à des chocs et il sait se reprendre. Il a ses capacités, mais ce choc est plus fort. C'est pas aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'il va être blanchi totalement dans la population. La femme, les enfants devant les tribunaux. Tout à fait, le choc est trop fort. C'est vrai qu'il a toujours l'habitude de se reprendre, mais c'est trop fort, il a besoin de temps. Il a besoin de temps pour pouvoir se refaire et peut-être reprendre une politique active. Vous savez que dans cette affaire, il y a eu trop de procès trop de pression sur le chef de l'État, même son épouse, qui est même la jeune sœur de Vital Caméré. Ce que je voudrais dire, c'est que le droit, constitutionnel en particulier, est nouveau en politique. Il semble que tous ceux qui ont été dans cette marmaille pour condamner Vital, on parle à tort ou à raison de François Béat, il y a encore qui vient d'être éjecté. Tu es parti des... Le président constitutionnel. Kalouba, l'homme du détournement intelligent, ils sont tous partis. Et il semble que c'était parmi les conditions exigées par Vital Caméré. Non, si vous suivez l'histoire de la condamnation de Caméré, c'est une histoire rocambolesque. L'IDPS a commencé... Qui a accusé Caméré? C'est l'IDPS qui a commencé. Non, l'IDPS a commencé. Augustin Kabouya et comment il s'appelle encore? Très bien, c'est l'opinion. Oui, Kabound. Président Mouyibi.
Kabouya et Kaboun ont fait même l'inspecteur des travaux ici. Encore un élément nouveau. Mais aujourd'hui, l'IDPS n'est plus de mots, les partis présidentiels. Oui, mais je voudrais dire que c'est une opinion encore. C'est encore un élément nouveau. C'est que l'opinion peut amener au droit. L'opinion fait la politique. Mais les droits, c'est qu'il n'existe pas. Suivre l'opinion. Effectivement, c'est-à-dire que. Mais quand même, il n'y a personne. Il n'y a aucun plaignant. Oui. C'est comment la rumeur, la rumeur qui a amené Kamere en prison. Clameur publique. La clameur publique, voilà. C'est la clameur publique. Et pendant les conseils, et ça, c'est un élément de le président taille. avait demandé à Vital si... C'est pas le premier cas. Et c'est pas seulement pour la justice congolaise. Même à la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Bemba a passé 10 ans. 10 ans, oui. Et finalement, il a été acquitté. Voilà. Donc là, ce n'était pas la justice congolaise. Donc ici, le droit, comme il parle de l'arbitraire, la justice, il y a ces réalités, et parfois qui sont contraires aux réalités. Le temps de la justice n'est pas les temps politiques. Nous avons la lecture. Nous avions vu le procès Kamere, c'est vrai, comme le frère l'a dit. Dès le début, il continuait à clamer son innocence. Mais moi, j'avais l'impression que tout ce qu'il présentait comme élément n'était pas suivi par les juges. Si au moins on l'avait peut-être écouté, bon, je ne pense pas que la peine irait. Joseph Kongolo, on va terminer. Donc, mon point de vue, ce n'est pas seulement question de la justice congolaise, ça s'est fait à travers le monde, le cas Jean-Pierre Bemba. Et là, il est partant, il a fait 10 ans, et finalement, pour être acquitté totalement, aujourd'hui, il est libre. Et donc, ce n'est pas seulement pour le Congo. Très bien. Voilà. Merci. Et là, je voudrais ajouter pour terminer. Vous avez déjà la parole. Vous vous embrayez directement dans l'affaire de l'intervention militaire de pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. J'ai posé 2 questions à l'introduction de mon émission. Que devient et que reste-t-il de l'état de siège et du gouverneur militaire du Nord Kivu? Bien, je disais que dans le choc entre le politique et le juridique, c'est toujours le politique qui l'emporte. Et ça, sachez-le, c'est dans le monde entier. Vous savez la que politique tient le droit. Chirac a été condamné, il n'a jamais fait la prison. Aujourd'hui, nous sommes avec Sarkozy, il ne fera pas la prison. C'est ça. Le politique l'emporte toujours sur le juridique. Parce que le juridique est neuf et nouveau dans la politique. Très bien. Bon, que reste-t-il du gouverneur militaire? C'est lui qui est le patron militaire de la région. Il reste le patron administratif. Parce que l'opération est confiée maintenant au Kenya. C'est une erreur stratégique pour Félix, parce que vous êtes géostratège. Vous analysez aussi la question géostratégique. Non, mais la question principale, c'est pas celle-là, je crois. Parce que nous avons la MONUSCO. Répond à quel ordre? Nous avons la brigade intégrée, qui répond à quel ordre? Et nous avons l'armée congolaise. Voyez-vous? Et demain, on va nous amener encore les forces Est-ce que c'est pas des trop? Nos amis de l'Est. Effectivement, pour moi, c'est trop. Et vous savez que... Ça ne devient pas insécurisant? Absolument, c'est insécurisant. Mais là, moi, je me pose la question. Les uns viennent pour s'interposer, les autres, c'est pour bouter l'ennemi dehors. Ça, c'est notre armée, c'est pour bouter l'ennemi dehors. Ils se battent chaque jour pour que l'ennemi quitte le territoire national. N'est-ce pas? Pendant que la MONUSCO est là pour... je ne sais pas quelle est la mission aujourd'hui. Observer. Bon, ceux qui vont venir, c'est pour s'interposer. Ceux qui vont venir, c'est pour s'interposer. Mission de la stabilisation. Ah, ils vont stabiliser une situation qui est instable. Voyez-vous? Ça veut dire qu'ils doivent commencer par bouter l'ennemi dehors. Le ministre Mouya a critiqué même la position de la MONUSCO. Les experts attestent qu'il y a eu l'implication rwandaise, mais vous suivez le porte-parole de la MONUSCO ici, il dit qu'il n'est au courant de rien. Parce qu'ils ont été menacés par les Rwandais. Ah, voilà. Je crains cette confusion, personnellement. Je crains cette confusion parce qu'elle n'est pas inutile et n'est pas gratuite. Elle n'est pas inutile et gratuite. Comme on le disait tout à l'heure avec Bélédou, que chaque fois quand il y a dans un territoire, cette confusion-là, elle donne toujours lieu à une sorte de balkanisation, elle donne les prémices d'une balkanisation éventuelle, de fait. Alors, ce que nous craignons, c'est que... Non déclaré. Non déclaré, effectivement. Ce que nous voulons, c'est qu'il faut qu'on détermine l'unité des commandements dans une armée. On ne peut pas avoir 3-4 armées et chacune des armées répond à une autorité différente de l'autre. On en a maintenant une dizaine. S'il n'y a pas d'unité de commandement, eh ben, c'est quelque chose qui risque de déraper. Est-ce qu'il y a un exemple pareil dans l'histoire du monde? Oui. Serbie et Monténégro, la zone tampon créée a divisé aujourd'hui. On a eu la République de Serbie, on a eu la République de Monténégro. On a créé une zone tampon au Sud-Soudan. On a eu le Soudan du Nord, le Soudan du Sud. Il faut craindre cela. Généralement, il faut craindre. C'est Joseph qui a la parole. C'est des choses qu'il faut craindre, comme il le dit, c'est des choses qu'il faut vraiment craindre. Donc, vous venez, oui, mais nous voulons établir une unité de commandement. Nous voulons que les décisions, l'ordre, viennent d'une seule source. En ce moment-là, on peut avoir une vision. Est-ce que là où les Nations Unies ont échoué pendant 20 ans, vous pensez que c'est la communauté de l'Afrique de l'Est qui va réussir? Vous savez, les Nations Unies n'ont jamais eu pour rôle d'arrêter les guerres.
c'est atténuer les guerres. C'est diminuer la dimension extrême Pour faire de la fonctionner violence. l'UNICEF, Médecins sans frontières, Exactement. les HCR. Ils n'ont jamais... Sinon, s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de déplacés, il n'y a pas de réfugiés, les HCR va disparaître. Voilà, ils n'ont jamais Médecins sans terminé frontières les va guerres. disparaître. Tout à fait. Ils n'ont jamais terminé la guerre. Ils ont diminué Quelle tout simplement escroquerie. l'extrême violence de la guerre pour le remettre dans des dimensions gérables. Tout simplement, et c'est ce qu'ils font chaque jour qui passe. Et très souvent, quand cette mission perdure, elle se déforme. Elle se déforme, les affaires entrent dedans et tout ce que vous voulez. C'est l'usure. Hein. C'est de l'usure, exactement. Voilà, c'est vraiment de l'usure. Pascal Longer? Oui, moi je crains parce que... Non, je dois être équitable, s'il vous plaît. Non, La rédaction me dit que je dois donner la parole non, à parce que Belé. j'ai déjà pris l'élan, s'il vous plaît. Allez. Il va clôturer. Je sais comment il va structurer, je le vois déjà. Oh. Et puis la préséance. Non, je sais comment il va structurer. Oui. Du tout, il est trop taquin sur cette question. Et je vois la... Je suis plutôt dans la lecture de la question. Je suis très d'accord avec le frère. Mais l'opinion publique est Non. vraiment contre cette question de l'intervention. Hein. Je vois le président Uhuru Kenyatta, le président Yoweri Museveni et le président Paul Kagame sont pratiquement des anglophones. Et dans cette composition, nous semblons être le seul pays francophone. Et les Français, ce n'est pas une langue d'affaires, en fait, mon point de vue. J'ai l'impression comme si les Américains, ayant échoué depuis tous ces temps pour l'atteinte de cet objectif à l'est de notre pays, ça c'est mon point de vue, Commencent à sous-traiter ils sont les passés anglophones. par le Kenya et maintenant ils embarquent les autres pour que on arrive à l'objectif. Maintenant, pour ne pas vous couper. Excusez, j'ai lu un fait en tant que communicologue. Oui. Quand le président Uhuru Kenyatta recevait maintenant ses hôtes, je vois, c'est le président congolais Félix Tshisekedi qui arrive, il embrasse. Nous sommes comme il embrasse. Le président Yoweri Museveni arrive avec une tenue désordonnée. Il appelle Mouzé. Oui, mais pratiquement militaire. Il appelle Mouzé. Mais il les salue seulement comme ça, il va s'asseoir. Paul Kagame arrive, il n'avait pas cravate, c'est encore que c'était une cérémonie pratiquement officielle. Il serre la main, il va s'asseoir. Quand vous regardez leur visage, vous savez qu'il y avait une communication pratiquement. Alors posez-vous la question, pourquoi les accolades ont fait l'exception uniquement à notre président? Mais c'est lui qui était au centre du Il débat. était au centre. Donc Kagame n'était pas au centre. Voyez-vous? Et donc je comprends comme ça. Tout c'est est moi. communication. Oui, Ça, c'est l'école de Palo je Alto. comprends comme ça. Je me dis, c'est dangereux. Et lorsqu'ils vont venir, cette force-là, le frère s'est interrogé. Nos militaires vont occuper quel positionnement? C'est ça. Voyez-vous? Ils seront... Ils ne sont pas les deux noms de la farce. Ils sont appelés... Est-ce que c'est le gouverneur général? Attendez. Maintenant, s'il faudrait que les FARDC lancent les opérations, ça sera le gouverneur général qui est Constant Ndima, mon oncle maternel, qui va coordonner la mission... les centres de commandement. Parce qu'aujourd'hui, c'est Ndima qui contrôle l'armée, qui La contrôle première l'administration. mission de l'armée, c'est sécuriser notre... Alors, si Ndima dit par exemple à ces généraux kenyans, lancer les opérations, il dit que non, comme la MONUSCO dit, moi j'attends l'autorisation de Washington. La première mission de l'armée, c'est sécuriser nos frontières. Nos frontières, cette fois-là, seront à quel niveau? Est-ce que c'est en dépassant, en tout cas, ce groupe d'armées qui va s'interposer entre l'Ouganda, le Rwanda et nous, où ils auront la possibilité exceptionnelle d'aller jusqu'aux frontières? Mais au nom de quoi nous sommes sûrs que ces gens-là viennent réellement pour mettre fin à la guerre? Regardez ce que l'Ouganda fait. Malgré le fait que ces terroristes de M23 soutenus par l'armée rwandaise ont été matés à Bunagana, l'Ouganda ouvre la frontière pour que ces gens-là nous attaquent par derrière. Et aujourd'hui, l'Ouganda communique sur le plan commercial L'autre souci, avec Bunagana. je sais que Beletou va bien ramasser. L'autre souci, vous regardez le président Yoweri Museveni et Paul Kagame entretiennent de très bonnes relations. Et nous nous disons, nous acceptons la composition militaire, oui, mais pas les militaires rwandais. Mais quand est-ce que nous serons détectés effectivement que les militaires qui proviendront de la composition ougandaise, Sont des Ougandais. il n'y a pas de Rwandais dedans? On peut Et nous pourtant, on sait que Paul Kagame a été fabriqué comme tel par Yoweri Museveni. Oui, ça c'est vrai. Alors, leurs intentions, les deux pays-là, sur la République démocratique du Congo, a toujours été la même. Donc, celle de tout faire pour avoir une partie de notre terre. Et donc, moi, je pense que nous devons être très conséquents sur cette question. Sinon, nous risquerons d'être les premiers
désavouer pendant qu'on aura déjà, on se serait déjà compromis. Vous savez, cette affaire a quand même semblé diminuer les codes du président de la République. Hein. Au début de cette agression, j'ai vu, je le disais, il y a 2 mois, 1 mois ici, que Tshisekedi, président de la République, a bénéficié d'une circonstance que Kabila n'a pas bénéficié. Tout le monde s'est dit. Non, ne parle pas du président de la République. Le problème, la réalité, c'est que, quoi, Serge? Il a reçu une patate très chaude. Oui. Tout a été préalablement mal fait. Oui. Félix était devant, et il est devant un fait accompli comme tu ne peux pas imaginer. Même si c'était... Non, mais c'est exactement pas de problème. Même si c'était toi, Serge, défenseur, n'est-ce pas, des libertés, comme reconnu, tu connaîtrais le même problème que vous aurez dû me laisser. Je termine. Non, Beledou, je connais Beledou. Le pays a été tellement piégé. Tellement piégé. Je vais vous informer par exemple. Je vais revenir à vous. Donc, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans les services, nous avons été suffisamment infiltrés. Oui. Suffisamment infiltrés. Ça a pris près de 15 ans. Il ne pouvait pas aller dans la brutalité, il laisserait sa peau. Non, vous aurez dû me laisser terminer. Maintenant, là, ça peut être... Allez, on va accorder la parole. Je disais, le président de la République, quand cette histoire a commencé, il y a une opinion. Il ne faut pas être flatteur sur ce plateau. Disons la vérité. Tout le monde a su comprendre que le président Tshisekedi a bénéficié d'une circonstance que Kabila n'a pas bénéficié. Parce que Kabila, on disait qu'il a été formé par Paul Kagame, formé par les Rwandais, on disait les Rwandais, et on pensait, et on disait que, même moi je l'ai dit, il était des mèches avec les gens. Et aujourd'hui, Tshisekedi a été bénéficiaire de cette dynamique, mais avec cette histoire de l'Ouganda... Serge. Allez-y, donc vous m'avez compris. C'est-à-dire, vous faites une analyse biaisée. Je pense que Tshisekedi a mis toutes les batteries en marche pour mettre à dos les agresseurs de la RDC et les mettre à nu. Pascal Oronge, mon aîné l'a dit. Tous les systèmes étaient faits pour que la RDC soit à genoux. Ouais. Pour qu'on en arrive là où nous en sommes aujourd'hui. Exactement. Si aujourd'hui les Rwandais arrivent juste à être détectés comme les vrais agresseurs de la RDC, s'il vous plaît. L'impression qu'il y a une synergie entre Pascal et vous. C'est ça l'acquis. C'est ça l'acquis de Tshisekedi. D'amener le Rwanda jusqu'à son dernier retranchement, Tshisekedi a essayé toutes les recettes. Il a remis la RDC en surface, sur le plan international, sur la sous-région. La question de l'Est, on en parle au niveau international. C'est le Sénat américain qui a alerté sur l'occupation rwandaise à Bouganda. Comment expliquer que le Sénat américain vous alerte sur l'occupation de l'armée rwandaise? Au Canada aussi, le Canada. Mike Hammer, l'ambassadeur américain, il vous dit que le Rwanda est sur le sol congolais. Il demande même aux Rwandais de quitter. Mais au niveau de la sous-région, on voit le Kenya, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda pondre un communiqué, ne pas reconnaître la présence de l'armée rwandaise à Bunagana et vous renvoyer à négocier. Pardon, c'est important, moi je vais un peu prendre la parole. Oui. C'est ça, moi je parle de la théorie d'un complot. Je parle du complot qu'il y a contre la RDC. Je vais vous renvoyer, je le dis toujours, il faut que les Congolais en aient conscience. Allez sur Twitter, regardez les Twitter de Muhoozi Kainerugaba, qui est le fils de Museveni. Oui. Regardez ce qu'il a tweeté hier. Ah bon? Vous allez voir les noces qu'il y a aujourd'hui entre le Rwanda et l'Ouganda contre la RDC. Mais non, cette intervention, vous avez peur de l'intervention? C'est à peine que je viens de commencer. Vous avez la parole? Oui. Non, c'est-à-dire, pourquoi j'évoque ceci? Il répond à Mbosso dans l'un de ses tweets. Parce que lorsque Mbosso parlait de l'Ouganda, il dit comment l'Ouganda doit être sincère envers nous, comment est-ce que l'agression passe par le Rwanda, etc. Voilà. Il répond, il dit, mais le papa Mbosso, il ne sait pas que la sécurité de la RDC dépend de l'Ouganda aujourd'hui. S'il est là où il est, c'est grâce à l'Ouganda. C'est-à-dire, on se moque à ciel ouvert aux Congolais, comme ça, mais on crée un complot. On se moque de notre armée. Exactement. On crée un complot comme pour dire, nous venons vous sécuriser. Non, Serge, c'est exactement, je l'ai dit l'autre fois, c'est que redouté nous est Laurent Désiré Kabila. On va droit vers l'empire Emma Tutsi. Et la zone tampon dont il parle, la zone de circulation libre d'armes, l'Ituri, écoutez, c'est le Congo, Gabon, Burundi, c'est 7 fois Rwanda. La RDC c'est 2 345 900 km². Le Rwanda c'est 26 000 km².
La RDC, c'est 100 millions d'âmes. Le Rwanda, c'est comme Le Rwanda, c'est les 16 millions d'âmes. C'est même pas Kinshasa. Ça ne représente rien. Et lorsque vous venez placer une zone en tampon sur Ituri, sur le Nord Kivu, sur le Sud Kivu, c'est-à-dire, vous avez une république. Vous avez la Belgique, la France, l'Italie et l'Espagne. Luxembourg. Le Luxembourg, y compris. Et c'est clair que nous sommes sous un complot et nous sommes faibles. Mais Félix c'est ainsi que, voilà. Félix est d'accord. Non, c'est là où je dis. Félix a subi deux pressions en ce moment. Et Félix est sur un virage très dangereux de sa carrière du président de la République. Et moi, je disais même à quelqu'un, c'est maintenant que Félix doit se sentir président de la République. Il doit faire des choix, des fois dangereux et impopulaires. Soit, il met, parce que Félix, il a toutes les données. Il sait que sur le plan opérationnel, nous en sommes à une faible capacité, parce que nous sommes encore sous embargo des armes. Vous le savez très bien que les comités de sanctions, je termine, pardon, les comités de sanctions des États-Unis ne permettent pas à ce que la RDC ait des armes. Oh non, c'est important, je chute, pardon. Je chute. Ne t'aurise pas. On a eu des armes au Qatar, malheureusement on ne peut pas l'amener ici parce que le comité de sanctions a refusé. Mais on doit faire comme Kabila le faisait. Félix doit faire comme Kabila le faisait. Il faut qu'on achète les armes au marché noir. Mais c'est clair. Mais si on ne le fait pas, on va nous envahir. C'est ainsi que je dis, il faut commencer par rejeter tous les accords avec la sous-région. Parce que le complot, la théorie du complot est plausible et armer le pays. Ouais. Il y a pas, le Rwanda ne fera pas la guerre de la RDC. Kagame l'a dit tout récemment, avant-hier, il dit Félix fuit ses responsabilités. Voici pourquoi il renvoie tout aux Rwandais et aux Ougandais. Pourquoi il n'organise pas son pays? On doit prendre nos responsabilités, acheter des armes pour attaquer le Rwanda et se préparer à une guerre. Merci. Annuler la fête du 30 juin des musiciens ici pour se concentrer à la guerre parce que nous sommes un État occupé. Un analyste objectif, Jésus a dit que mon analyse était biaisée. Je suis tout à fait en harmonie avec lui. C'est mon invité, je ne peux pas le contredire outre mesure. Mais je pense que toute analyse objective doit comprendre que cette histoire de Nairobi, Félix a laissé un peu de plume. Bon, je disais à Beledou tout à l'heure que dans une stratégie, quand elle est en cours, il est difficile de faire un bilan. Je dis toujours que nous avons beaucoup parlé. Félix a entendu, n'est-ce pas? Pourquoi a-t-il pris une position? Pourquoi vous l'appelez Félix? Il est très proche de président de la République. Macron, on appelle Macron aussi. Le président de la République. Non, à l'époque de Kabila, on l'appelait pas Joseph. Hein. Quand on vous appelle par le nom, on vous rapproche. Non, on a les cordons ombilicales avec. Et puis les journalistes ne disent pas excellence, mais c'est le président. On se connaît avec lui, on se connaît très bien. Ouais, je voudrais dire ceci. Quand une stratégie est en cours, il est difficile de faire le bilan. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, quand Félix a amené les troupes ougandaises ici, tout le monde a râlé. Mais 3 semaines plus tard, tout le monde a applaudi. On a vu les c'est-à-dire qu'il a une masse d'informations sur lesquelles il s'est basé pour prendre une décision que nous n'avons pas. Alors chaque fois que nous faisons ces analyses, on laisse toujours une marge. Et moi je pense que c'est un enjeu de taille, comme Beledou l'a dit tout à l'heure, c'est une étape qu'il faut franchir. Et Félix, je suis très sûr... Il est capable de rebondir. De rebondir, oui. Il a déjà vu des faiblesses... J'espère qu'il n'y a pas de contraintes sur lui. Hein. J'ai le président. Les contraintes ne manquent pas en politique. Les contraintes ne manquent jamais. Ne vous en faites pas, mais il faut savoir les surmonter. Il faut savoir les surmonter. Merci à Joseph. Merci à Pascal. Hein. Merci, mais moi j'insiste sur le toilettage au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau des services de sécurité. Nous avons été suffisamment infiltrés que cela nous affaiblit. Et même au niveau de l'administration. Mais l'infiltration nous a pris 18 ans ou 20 ans. Oui. On ne va pas résoudre ça au bout de 2 ans. Oui, mais justement, voilà. la réflexion doit être là. Parce que on appuie maintenant, comme nous sommes là, la guerre ouverte. Vous vous raconterez quelque part, vous prenez une décision, à la minute, c'est connu de l'autre côté. Vous ne serez pas fort. Alors, vous dites, bon, nous avons disposé tel type d'armes pour combattre l'ennemi. À l'instant, c'est l'ennemi qui est au courant de vos types d'armes. Très bien. À ce moment-là, on ne sera pas fort. Donc, le travail doit être fait à ce niveau-là. On a été suffisamment infiltrés. La question fondamentale à se poser, c'est pourquoi on savait qu'ils sont de telle nature? Pourquoi on a facilité qu'ils aient de tels grades, général, colonel, ainsi de suite? La personne... Ça participait à une logique. Voilà, ceux qui ont voulu à son temps qu'ils obtiennent de tels grades, j'imagine de mon point de vue. Ils avaient un plan. Merci beaucoup. Je rends l'antenne, merci à Beledou. Et vous savez, lorsque vous êtes général dans l'armée, c'est-à-dire vous êtes coupé des troupes. Vous ne fréquentez pas régulièrement les troupes, vous envoyez, vous êtes au commandement. Et facilement, vous pouvez piéger ceux qui sont sur le terrain. Tout à fait. Malheureusement, c'est ça la réalité. Très bien. Moi, je suis de la tribu Mbakamabo,
depuis qu'on avait eu le général Somao jusqu'à aujourd'hui, aucun général de ma tribu. Mais si je vous Mais informe, vous voyez ailleurs là. Si je vous informe par exemple le Grand Kassai, le Grand Kassai avec toute. Depuis mon grand-père est décédé de Somao, on n'a aucun général. Chez nous, il n'y a que des caporaux. Le régime passé sorti laisse le grand espace Kassai avec 4 généraux de la police. Et sur les 4, la personne n'a 2 étoiles. Allez imaginer. Vous comprenez? C'est mauvais. Merci. 9h30, on va se retrouver lundi. Bon week-end à tous et à chacun. Bonne évasion sur les antennes du canal.